tendance plutôt que geek. L'OS, on ne le connaît pas. Il y a des gens qui l'appellent WatchOS, il y a des gens qui disent que c'est seulement iOS. En fait, on ne sait pas grand-chose. On peut hypothétiser que ce sera un peu comme le iOS 2.0, c'est-à-dire un OS très léger avec pas beaucoup de fonctionnalités. Et justement, ça c'est surtout, j'imagine, pour la batterie et pour limiter la CPU. Apple Watch sera compatible avec iPhone et avec iPhone seulement. C'est-à-dire que si vous avez un iPad, Apple Watch ne sera pas initialement pas pensé pour l'iPad ni pour l'iPod. En fait, Apple ne parle plus de l'iPod, c'est comme si le produit n'existait plus. Il sera compatible à partir de l'iPhone 5, du coup iPhone 5C, 5S et les iPhone 6. On ne sait pas si les iPhone 6 donneront quelque chose de plus à la montre. Potentiellement non, mais à voir. Et l'OS sera compatible justement seulement avec iOS 8.2 et plus récente. Niveau interface, on a bien sûr un écran tactile, c'est la base, et aussi deux boutons physiques. Les boutons physiques seront une couronne qui est appelée Digital Crown, qui permettra la sélection et aussi de faire du zoom in, zoom out, et un bouton physique qui c'est le bouton de conversation qui permettra d'afficher la liste des contacts favoris et d'accéder apparemment à Apple Pay avec un double clic sur le bouton. Il y aura aussi Siri, même si aujourd'hui on n'a pas d'API, même pas pour iOS. On pourra utiliser justement des commandes vocales sur l'Apple Watch. Il y aura un système qu'Apple appelle Taptic Engine. En fait, ça s'appelle plutôt du haptique, c'est-à-dire que quand on aura des interactions avec l'écran, il y aura un feedback de type haptique, que c'est on va dire une sorte de vibration qui ressemble plutôt à un contact tactile. Et ça servira par exemple pour donner des informations sur la route. Du coup, on aura un feedback d'un certain type pour virer à gauche ou pour virer à droite. Niveau d'interface graphique, il n'y a pas, vu qu'on n'a pas le modèle, on n'a pas encore pu voir exactement ce que ça va être. En tout cas, on aura sûrement un home screen que je pense beaucoup de vous ont déjà vu. Des écrans glance, et les glances c'est plutôt un écran minimaliste avec pas beaucoup d'informations et des applications plus ou moins natives. La home va être plutôt un nuage fluide d'icônes qui peuvent être sélectionnées avec la couronne digitale ou avec les boutons, avec le touch. Et les glances, c'est comme des micro-applications qui permettent d'afficher des informations très spécifiques comme la météo, la bourse et pourraient être configurées. En plus, on pourra sélectionner les glances qu'on peut avoir sur l'Apple Watch et ils pourront apparaître avec une gestion de swipe up à partir du bas de l'écran. Du coup, en fait, on peut les considérer un peu comme des widgets. Niveau capteur, on aura sûrement l'accéléromètre, potentiellement un gyroscope, pas de GPS évidemment pour des problèmes de batterie, et très certainement un moniteur cardiaque, et potentiellement aussi des senseurs pour contrôler les taux d'oxygène dans les sons. En tout cas, le moniteur cardiaque va être utilisé aussi pour l'Apple Pay. Apple Pay qui permettra justement de payer avec l'Apple Watch. Il y aura un plus NFC dedans. Et ça permettra en fait les senseurs de cardiaque permettra de contrôler si si l'Apple Watch est toujours au poignet. Et une fois que l'utilisateur enlèvera l'Apple Watch, le moniteur cardiaque dira bon, je sens plus le pouls et voilà, et vous êtes mort. Non, en fait, il terminera la connexion avec l'iPhone. La batterie, c'est un jour environ. Il faut s'attendre pas à grand chose plus. C'est Johnny Ive qui l'a dit et Tim Cook qui l'a répété dans des interviews qui ne sont pas officielles, mais en tout cas qui summarisent assez pratiquement qu'on n'aura pas plus de 15 jours de batterie. Et le rechargement sera avec les MagSafe.
C'est un peu comme, voilà, comme vos MacBooks. La date de sortie, on ne sait pas trop. La seule chose qu'on peut lire sur les blogs, c'est que voilà, Apple va chercher de sortir le produit pour la Saint-Valentin. Du coup, ce sera un très beau cadeau pour votre femme ou copine. Et je n'ai pas dit ça. Alors, si vous avez des questions plutôt techniques, enfin pas techniques, c'est le moment. Sinon, on part vers la partie plus développement. Je pense ça comme un nom. Et voilà. Du coup, WatchKit. WatchKit, c'est l'SDK pour développer pour l'Apple Watch. Il est sorti la première version le 18 novembre 2014. Il y aura une deuxième version qui va sortir en mi-2015. Potentiellement, je pense, pour la WWDC. Actuellement, le SDK permet de gérer des notifications, tout comme l'Android Wear. Il permet de créer des écrans glance, et justement ces micro-applications avec un seul écran qui ne sont pas interactives. Et permettra aussi de créer des applications non natives. Ici, non natives, ça ne veut pas dire des applications WebKit, évidemment, il n'y a pas de WebKit pour l'instant sur la montre, en tout cas il n'y a pas d'API WebKit. Mais ça veut plutôt dire que les applications natives sont des applications qui sont exécutées en réalité par le téléphone. Et la montre ne fera pas grand chose sauf qu'afficher justement des informations pré-mâchées par l'iPhone. Les applications natives vont sortir dans la V2 du WatchKit, du coup avec la WWDC. On va rentrer plutôt dans le détail. Et du coup, aujourd'hui, une application WatchKit finalement est une extension d'une application iPhone. Extension, ça veut dire pas seulement une extension au sens général du terme, mais aussi dans le sens SDK, c'est-à-dire qu'il utilise les API de l'extension qui ont été publiées avec iOS 8. Et en gros, il est un écran secondaire d'une application iPhone. Il ne fait pas beaucoup plus que ça. Dans notre discussion, je vais utiliser deux termes. C'est WatchApp. Avec WatchApp, je parlerai des applications qui sont exécutées sur la montre. Du coup, toute la partie d'une application qui est effectivement calculée par l'Apple Watch, même s'il n'y a pas grand-chose, comme j'ai dit. Et extension, c'est tout ce qui est calculé par le téléphone. Je vais dire, j'ai deux slides vraiment sur les extensions iOS. Qui d'entre vous a déjà programmé avec des extensions iOS? Les API extension? Ok, 2 personnes. Cool. Alors cette partie-là, ça ne va pas vous intéresser, mais je pense que les autres, peut-être oui. Alors ça c'est un schéma que j'ai récupéré du site Apple, c'est le schéma officiel. Du coup c'est en fait ça illustre un peu comme l'application iOS est faite et comme dialogue avec une extension. La partie bleue à gauche de l'écran, on va dire, c'est votre application, c'est votre IPA, c'est votre point app plutôt. Et votre point app contient un autre bundle, qui est le bundle de l'extension. Une extension, du coup, a un processus qui est différent par rapport au processus de l'application. Du coup, on a deux processus qui sont bien séparés et ils peuvent communiquer grâce à un conteneur partagé qui utilise les API App Group qui ont été introduits avec iOS 7, mais en réalité, on les utilise vraiment seulement depuis iOS 8 et qui sont optionnels, mais sont quand même la seule façon pour permettre aux deux processus de communiquer. En fait, c'est comme créer deux applications séparées. Du coup, voilà, c'est votre bundle et ça c'est la partie extension qui est comme un bundle dans le bundle. Et ça c'est l'extension en général. Par contre, dans WatchKit, on a 3 modules. Du coup, on a le bundle de l'application, on a le bundle de l'extension et aussi un autre bundle qui contient tout ce qui est statique et qui sera installé sur la montre. Du coup, en réalité, la WatchApp est lancée sur la montre depuis un bundle qui contient le storyboard et des ressources statiques. Du coup, toutes ces parties-là vont contenir seulement la partie visuelle, du coup storyboard,
et des images et pas grand chose d'autre. Niveau archi, l'interaction en fait de l'utilisateur avec la montre déclenche l'exécution du code dans l'extension qu'on a, dans l'extension iOS. Du coup, voilà, on peut imaginer que sur la montre il y a plus ou moins des choses statiques, et dès qu'on touche quelque chose, il y a un callback qui appelle des fonctions qu'on a appelées, qu'on a créées, pardon, sur l'extension iOS. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ok. Alors, c'est pas clair. Non, ça c'est clair. Alors, ça c'est un peu la structure en général. Du coup, à gauche, on a l'Apple Watch, à droite, on a l'iPhone. Du coup, dans l'iPhone, on voit la partie code et la partie ressources. Des ressources statiques qui quand même sont sur iPhone. Les modules WatchKit qui dialoguent avec les modules WatchKit qui est sur la montre par contre. Et justement, sur la montre, on n'a que le storyboard, encore une fois, et des choses statiques. Qu'est-ce qui se passe dans l'interface utilisateur? Alors, l'interface utilisateur, comme j'ai dit, c'est storyboard. Je n'utilise pas storyboard juste pour dire, mais en fait, c'est qu'on peut faire des choses seulement avec le storyboard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas créer des libellés, des boutons à la volée en faisant add subview. C'est pas possible pour l'instant. Et tout DHM est justement installé sur au bord de la voiture. Voilà. Bon, c'est qu'un MacBook, hein, mais ça va? Ouais, je pense. Et du coup, effectivement, les scènes du storyboard, les scènes, c'est les contrôleurs, les view contrôleurs qu'on crée sur les storyboards ne peuvent pas être modifiés par l'extension de l'iPhone à runtime. Tout ce qu'on peut faire, c'est cacher ou afficher des éléments, changer la taille, changer l'alpha, mais voilà, on ne peut pas faire ajouter des éléments qu'on crée à la volée. On a des composants, évidemment, et tous les composants sont des proxys. Du coup, ça explique pourquoi on ne peut pas faire grand-chose. C'est que quand on manipule un bouton libellé, un champ de texte, qui n'existe pas d'ailleurs, du coup, on manipule en fait, tout ce qui est visuel, on ne manipule pas l'objet lui-même. Si on cherche de voir la mémoire qui est associée à l'objet, en réalité, elle ne contient pas les libellés, elle ne contient pas le bouton, elle contient seulement en référence à un objet qui est en réalité instancié sur la montre. Du coup, on ne peut vraiment pas faire grand-chose. Et par exemple, ce qui est marrant, c'est que, je vais dire aussi ensuite, c'est que Apple a fait en sorte que ces objets-là n'ont pas des propriétés. C'est juste pour nous rappeler qu'en réalité, on ne manipule pas l'objet. Il n'y a que des méthodes. Du coup, si on fait objet.iden égale false, on n'a pas le nom de la méthode, de la propriété. On peut faire seulement objet.setIden true ou false. Tous les objets sont préfixés par WK interface, j'imagine vous comprenez WatchKit interface, et justement on ne peut pas les instancier comme on veut. On peut contrôler justement la taille, l'alpha et la visibilité. Et ce qui est intéressant aussi, le dernier point, c'est que Iden égale gone. Ça veut dire que, je ne sais pas qui d'entre vous a déjà fait un peu de développement Android. Il y a la possibilité de setter visibilité égale gone. Ça, tu as fait d'Android, je pense. Et en fait, l'objet est enlevé de la hiérarchie. Il n'existe plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous faites Iden égale true sur iOS, l'objet reste là, les constantes restent là, il est seulement caché. Et là, dans l'Apple Watch, il est carrément enlevé de la hiérarchie et du coup, tous les objets qui sont au-dessous remontent. Voilà, ça c'est ce qu'Apple a implémenté. Il en manque 2 ou 3 en réalité qui sont pas très importants. Et, on a interface controller, c'est comme un view controller. Interface group, c'est une chose qu'on verra ensemble et c'est complètement nouveau. Interface table, c'est les table view. Button. Et date, c'est un libellé qui contient que des dates et il a une particularité. Et après, on a image, c'est image view. Label, c'est label évidemment. Le map, c'est une preview
d'un MapKit. On n'a rien, c'est juste une image qui est calculée sur le téléphone en réalité. On a un séparateur pour séparer les éléments et on a des sliders justement pour la sélection. On va parler des composants que j'ai soulignés. Du coup, contrôleur, group, table, date et c'est tout. Alors, qu'est-ce que c'est un contrôleur? Un contrôleur, c'est l'équivalent du UI/View-Controller, on va dire. Il n'y aura qu'un contrôleur par écran. Du coup, c'est un peu comme iOS 3 où Apple disait qu'il faut avoir seulement un view-controller par chaque écran. Le pattern d'interaction, c'est les target action. Il n'y a pas de bloc, c'est très très simple et c'est très peu modulaire. Je pense que c'est une API qui est juste pourrie. Elle est très moche, franchement. Mis à part le fait qu'il s'est basé sur le contexte. C'est une nouveauté pour Apple. Ils se sont dit, bah voilà, si on a des contrôleurs, c'est assez intéressant de garder en état. C'est un miracle en fait. Alors, je parlais du contexte. Le contexte, ça veut dire que quand on accède à l'interface contrôleur, on peut justement savoir quel contexte est pertinent à l'interface contrôleur qu'on a sélectionné. Et on peut le passer avec des segways même, et avec des méthodes comme pushControllerWithName en passant un objet. Et c'est un AnyObject. Du coup, vous pouvez voir que c'est une API qui est codée en Objective-C. C'est pas une API Swift. Et du coup, les options sont déjà unboxées. Ce qui est sympa, c'est que la possibilité de changer le contexte marche aussi bien sur la partie, on va dire, sur la manipulation programmatique que sur les segways. Le cycle de vie d'un contrôleur, c'est que la watch app crée le storyboard, instancie le storyboard de l'affiche à l'écran. Et une fois que la watch app a fait ça, l'extension reçoit l'init with context et will activate. Will activate, c'est un peu comme les view will appear ou view did load. C'est les deux ensemble. Il n'y a pas beaucoup de granularité. Après, l'extension peut évidemment exécuter des méthodes spécifiques qu'on peut programmer avec les EB action. Et après, on a did deactivate. Did deactivate, ça veut dire qu'en fait, la méthode est appelée quand l'application montre est fermée. Du coup, c'est un peu comme le did disappear, dit dans l'autre qui n'existe plus. Et voilà, en gros c'est ça. Je ne sais pas si c'est trop clair de loin, mais ça résume ce que j'ai dit. Et c'est pris des vidéos officielles Apple. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Je suis allé un peu vite à la limite. C'est tout bon? En tout cas, si vous n'êtes pas attentif, vous ferez les TP. Et voilà. Alors, groupe, c'est un peu comme le layout sur Android. C'est une chose qu'on n'a pas habitué à voir sur iOS. C'est des stacks. C'est des stacks de views qui marchent horizontalement ou en vertical. Ils ont automatiquement le scroll intégré. Du coup, aussi, on a plus d'éléments que ces éléments sont plus grands que l'écran, bah, ça scroll automatiquement. Miracle. La taille est paramétrable et peut dépendre du contenu du conteneur. Du coup, on a fit content et on a relative to container pour choisir la taille. On a quelques paramètres qui nous permettent d'ajuster la taille justement des groupes. Oui. Tu peux avoir un truc, mais horizontal et vertical? Alors, si tu veux un truc horizontal et vertical, tu fais un groupe dans les groupes et tu as les deux. Ouais. C'est pas hyper flexible non plus. C'est pas comme un collection view. On a aussi un table view évidemment. Ils sont similaires au tableau d'iOS, mais il n'y a pas de section, pas de footer, pas d'header. C'est très très simple. Et c'est une liste en fait d'éléments visuels. Ce qui est sympa, c'est que, en réalité, Apple a vendu un peu du rêve en disant chaque cellule est assignée à un contrôleur
et ils appellent ça contrôleur. En réalité, ce n'est pas un contrôleur au sens iOS, c'est plutôt un objet qui hérite des NSObjects, qui contient de la logique qui sera similaire finalement à la view sous iOS. Du coup, chaque row est associé à un type de row, comme plus ou moins sur iOS, et chaque type de row, chaque row type est associé à un contrôleur. Il y a des méthodes pour dire je veux que le tableau contienne n ou n-1 nombre de cellules, et je peux dire que je veux que 5 cellules soient de type X et 6 cellules soient du type Y. Il y a aussi des méthodes qui sont qui permettent de savoir quelle cellule a été sélectionnée. Alors, ce qui est pas hyper beau, c'est que toutes les méthodes de délégation de la table view sont dans le contrôleur. Du coup, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de data source, il n'y a pas de delegate, c'est tout dans le interface controller. C'est très bien fait. Voilà. On a aussi des plans, justement pour afficher notre position. C'est des images en réalité calculées par le téléphone, encore une fois. On peut afficher maximum 5 annotations, 5 pins, et tout est fait par le téléphone, converti en image et envoyé au téléphone, à la montre. Et si on clique sur un plan, on ouvre l'application navigation qui est installée sur l'Apple Watch. Du coup, les plans ils sont interactifs quand même ou c'est juste l'image? Alors ça, c'est pas interactif du tout. En fait, comme ça, il garde la batterie et c'est Paul qui fait ce truc. Et justement, quand on les clique, on ouvre l'application interactive sur la montre, qui pour le coup est interactive, mais on sort de notre application. Et tu vas garder tous tes pins, etc. Ça, je n'ai pas regardé les API, je ne suis pas sûr. Je pense, j'espère que oui. Donc il n'y a pas de suivi de navigation sur le téléphone. Il n'y a pas de suivi de navigation dans une application à nous. Il y a, du coup, je dis que tout est calculé par le téléphone, mis à part les libellés de date, du coup WK Interface Date, qui sont en fait des libellés qui sont calculés côté montre et qui s'affichent l'heure ou la date. C'est parce qu'en fait, selon Apple, le téléphone, la montre, contient des informations sur le time zone qui est très précise, enfin sur le time zone, sur l'heure qui est très précise, et du coup, ils se sont dit, c'est calculé côté Apple Watch. Voilà, pourquoi pas. Concernant la navigation, on a tout ce qui est pop, push comme un navigation controller. À savoir que, il n'y a pas de navigation controller, oui. Oui, c'est finalement sur le téléphone, du coup, ça, tu vois. Et ça, Tu peux avoir des réglages différents sur international. oui, ça oui. Et ça synchronise tous les 5 minutes, je crois. Et du coup, on a la pop push comme pour navigation controller, sans navigation controller. Du coup, tout ça est encore une fois dans l'API du interface controller, qui est un API justement qui contient tout et n'importe quoi. Il y a aussi une navigation page-based, c'est comme les page view controller. Et il y a aussi des modales. Ce qui est intéressant, ou pas trop en réalité, c'est qu'on ne peut pas mélanger pop et push. C'est-à-dire que si on a on ne peut pas mélanger pop et page. C'est-à-dire que si à un moment donné on a besoin de faire un push sur une view controller qui est dans une page, on ne peut pas. Il faut qu'on affiche une modale et à ce point-là, théoriquement on pourrait. C'est très très limité. Tout c'est dans l'interface controller. Ouais. On a 3-4 méthodes pour pop push et niveau page based on a 2 ou 3 je crois, et pour la modale on a 4. Ouais. Il y a des segways aussi, du coup pour toute la partie storyboard. Et c'est des API qu'on a déjà vu au début de la présentation.
Ce qui est intéressant, c'est les API c'est les méthodes pour afficher des modales. Vous pouvez voir que voilà, dans cette méthode-là, et pluriel, du coup c'est la même mais avec with names, on peut faire en sorte que la modale affiche un page view controller. Mais c'est tout vraiment, c'est tout mélangé en fait. On n'a pas terminé la partie d'introduction. On a quelques notes de fin. En fait, l'écran glance, c'est ce que je dis au début, c'est comme une micro-application. Il n'y a rien de spécifique. L'écran glance peut rien faire. Il n'est pas interactif du tout. La seule chose qu'il fait, c'est quand on le tape, voilà, on a l'application qui s'ouvre. C'est comme un launcher. C'est comme une méga icône qui affiche les informations. Et les storyboards, du coup, est la seule outil de définition de l'interface utilisateur du WhatsApp. On n'a pas autre chose. Et aussi pour terminer, quelques tips and tricks, c'est-à-dire, voilà, j'ai un peu développé sur l'Apple Watch et j'ai fait quelques extensions aussi par ailleurs. La meilleure façon de s'y prendre, c'est d'utiliser les frameworks dynamiques. D'ailleurs, il y aura une talk très intéressante au Cocohead la semaine prochaine avec moi. Et pour profiter de tout l'environnement de test, il faut bidouiller avec les propriétés des schemes dans Xcode. Et l'Apple Watch, comme je vous ai dit, c'est comme un écran externe pour notre application, mais pas seulement d'un point de vue utilisateur, mais aussi pour Apple. C'est-à-dire que quand on veut tester notre application sur le simulateur, il faut se rappeler de faire View, External Display et sélectionner Apple Watch 38 ou 42 mm. Ce qui est intéressant, ce qui est sympa, c'est quand même, une fois que tu l'as fait, c'est gardé, c'est enregistré, et du coup, tu le fais qu'une fois finalement. C'est quoi les propriétés des schemes qu'il faut modifier? Il y a, en fait, pour lancer les glances par exemple, il faut aller dans Edit Scheme et sélectionner en tant qu'exécutable, pas le WhatsApp, mais le WhatsApp glance. D'accord. Et du coup, la relation entre glance et l'app, Ouais. Glance, c'est pas juste le launch screen de l'app, quoi. Il y a deux façons sur la watch, on peut essayer de lancer soit l'un soit l'autre. Sur la watch, alors sur le simulateur, oui. Mais finalement, dans la vraie vie, tu ne peux pas avoir un glance sans application. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si tu veux avoir une glance pour avoir des notifications custom, il faut obligatoirement avoir une application. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'Apple a déjà communiqué sur la manière dont seront envoyés les composants la Watch et peut-être l'iPhone sur… Ah oui, niveau installation non. J'imagine que ce sera un peu comme pour un Android Wear, du coup installé au moment de du téléchargement ou au moment de la synchronisation. Thomas? Et quand tu passes de la glance à l'application? En fait, il y a l'application qui s'ouvre de nulle part. Enfin, il y a une petite animation, mais c'est quelques… Ouais. Ça le pas sur la montre, j'ai compris que la glance ouvre l'application sur la montre et pas sur le téléphone. Attends, je pense qu'on s'est mal compris. Effectivement, la glance ouvre l'application sur la montre. J'ai dit téléphone. Non, tu l'as pas dit, mais… Ok, ouais, en fait, oui, la glance, c'est comme un launcher de l'application pour la montre. Elle n'ouvre pas l'application sur le téléphone. C'est pas comme sur Android où tu dis, voilà, pardon, j'étais pas clair. Non, sur la montre, ouais. Je pense pas, enfin pour l'instant, je n'ai pas vu d'API similaire à celle qu'on a sur Android Wear où on dit ouvrir l'application sur le téléphone. Ça, je n'ai pas encore vu. Je pense que ça n'existe pas. Il y a des API par contre pour faire du hands-off, c'est-à-dire pour dire qu'on a quitté l'application montre dans un état et du coup, quand on va ouvrir l'application Watch, l'application iOS ou l'application macOS, grâce à iCloud, pas seulement avec iCloud, mais grâce à Bluetooth, on sait que l'utilisateur a interrompu la session sur une page et du coup dans l'application macOS on peut recommencer d'où l'utilisateur s'est arrêté. C'est des API hands-off qui existaient déjà sur iOS. Et voilà, c'est fini. C'est fini, c'était rapide, mais maintenant c'est à vous de coder.
Alors, est-ce que vous avez des questions d'ailleurs? D'autres questions? Ouais. Juste dans les nouveaux composants, il y en a un qui est aussi pas mal, c'est WK Interface Timer. Ouais. Si tu as vu ça. J'en ai pas parlé, oui. Ouais. C'est C'est bien aussi parce que au moins, quand tu es sur une montre, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire il y a une notion de tagging. Oui. En gros, il suffit juste de donner une date et un format. Oui. C'est lui qui va automatiquement. Exact. faire le timer. Et c'est comme les dates, mais du coup est calculé par la montre même. Sans les usages qui veulent pousser. Ouais, c'est vrai. Et oui, c'est une puce microscopique qui s'appelle S1 d'ailleurs. C'est un truc c'est nouveau. Non, c'est vrai. Oui, Comment ça communique entre un iPhone et une montre? C'est par Bluetooth? c'est Bluetooth, ouais. Il est open source sur GitHub. Il est open source sur GitHub et ils ont décidé de publier ça sur le GitHub de Xebia. Du coup, on a accès. Ouais, j'imagine. Ouais. D'ailleurs, à ce propos, vu que tu as joué avec le simulateur, tu as pu voir des choses ou là c'est vraiment émulé et il n'y a pas du tout. Parce que moi je me pose des questions, est-ce que par exemple, est-ce que c'est du Bluetooth ou ça va être du réseau sur du Bluetooth ou derrière en fait c'est des paquets qui passent ou si c'est vraiment du Bluetooth pur et du coup ça va être génial. Alors, sur le simulateur, il y a. Je ne sais pas comment c'est implémenté en réalité. C'est tout fermé. J'ai envie de dire qu'à cet état-là, ils ont pas implémenté tout la stack réseau sur la partie simulateur. Du coup, je sais pas. Non, je pense là, par contre, c'est AE. Ouais. BTLE est supporté depuis iPhone 4S, du coup, ça me paraîtrait bizarre qu'ils n'implémentent pas ça. Pour revenir au simulateur, par contre, il y a une chose bizarre que vous verrez, c'est que le simulateur, en réalité, c'est comme s'il était plus lent. C'est-à-dire que quand on clique sur un bouton, c'est l'animation, l'apparition de l'écran suivant n'est pas instantanée et il y a un lag. Je ne sais pas si le lag, ils l'ont ajouté exprès pour dire, écoutez, vu qu'il y a une communication réseau, il ne faut pas s'y attendre que ce soit hyper rapide, ou si c'est vraiment dû à quelques limitations déjà incluses dans les API. Voilà.